Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Démarrage ce matin de l'examen national de licence. 6728 candidats devraient composer pour cette troisième édition qui a commencé sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Association nationale des assistants sociaux ANAS du Bénin a tenu ce samedi 21 juillet 2019 son quatrième conseil national. Principale décision, une géolocalisation des centres de promotion sociale du Bénin. Et puis, 3 mois après l'incendie qui a ravagé la toiture et une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Parlement français vient de donner son accord pour la mise en œuvre du projet de loi visant la restauration du monument en 5 ans. Merci pour l'attention. Ils sont 6728 candidats, toutes filières confondues, à plancher depuis ce matin pour les épreuves écrites de l'examen national de licence, comptant pour l'année académique 2018-2019. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé officiellement au démarrage de cette troisième édition de cet examen au centre de composition Sainte-Rita. Je vous propose de suivre Marie-Odile Atanasso au micro de Hayat Foué et de Romaric Devoshi. Tous les acteurs sur la chaîne et leur dit qu'il faut encore plus de détermination et un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Je voudrais ici remercier la clairvoyance du gouvernement et la détermination du chef de l'État à faire de l'éducation un facteur de croissance et pour que nous puissions effectivement rentrer sur le sentier des pays émergents. C'est le lieu de remercier tous les fondés d'établissements qui ont cru à la réforme, mais tous ceux aussi qui se sont joints après et en formant et en respectant le calendrier universitaire pour que les examens se fassent ici vers la fin de l'année. Vous savez, la première édition a eu lieu en octobre. Donc, ça veut dire que déjà au niveau du respect des calendriers, il y a déjà un changement. Je voudrais encourager tous ceux qui sont en train de s'ouvrir comme nouveau établissement à continuer à rentrer dans la dynamique. Le processus ne pourra pas s'arrêter puisque chaque année, il se crée de nouveaux établissements. Donc, nous avons la troisième édition. Normalement, on devrait mettre fin, mais aucun des établissements privés n'est passé à l'homologation. Donc nous allons continuer à accompagner le processus. Pourquoi pas institutionnaliser le processus, puisque chaque fois, il y aura toujours de nouveaux établissements. Mais nous voudrons encourager ceux qui vont créer de nouveaux établissements pour qu'ils créent ils optent pour des filières qui donnent plus d'employabilité aux jeunes. Des formations courtes qui leur permettent, c'est vrai, le BAPES et le CAPES, tout ce qui concerne l'enseignement est déjà professionnel. Et à ce niveau, je voudrais dire aux chefs d'établissement qu'ils mettent beaucoup plus de soin à la formation au niveau de ces établissements. Parce que pour moi et pour le gouvernement, s'il n'y a pas d'enseignement supérieur de qualité, il n'y a pas de capital humain de qualité et notre développement va prendre un coup. Je l'annonçais dans les titres, l'Association nationale des assistants sociaux ANAS du Bénin a tenu ce samedi 21 juillet 2019 son quatrième conseil national. Principale décision, une géolocalisation des centres de promotion sociale du Bénin. Voici le compte rendu de la rencontre avec Jonas Bouchi. Dans la mise en œuvre des actions du gouvernement pour le bien-être des populations. La promotion du bien-être des communautés est un souci permanent des gouvernants et cette promotion du bien-être est une science et un art. Et les assistants sociaux sont les détenteurs de cette science et de cet art, puisque formés et mandatés pour accomplir ce rôle auprès des communautés. L'écho des efforts du préfet du Koufo pour la promotion des droits humains va au-delà des frontières de son département et la tenue du 4e Conseil national de l'ANAS à Aplahoué a été également l'occasion à Valérie Idowu d'exprimer toute son admiration à Christophe Megedi. Ma reconnaissance va à l'endroit du préfet du Koufo, un préfet d'exception en matière d'action sociale et de promotion
des droits humains. La NAS vous suit de loin et vous dit toute son admiration. Soulignant le rôle éminemment important des assistants sociaux dans la société, le préfet du Koufo a à son tour salué le dévouement de cette corporation qui a pour vocation de se mettre au service des autres. Une corporation sans laquelle il nous serait difficile de faire face aux divers fléaux qui minent le département du Koufo et tous les autres départements du Bénin. Les assistants sociaux avec lesquels nous collaborons n'ont jamais manqué de répondre avec professionnalisme pour soulager ces maux qui sont des obstacles sérieux à l'atteinte du développement durable. Cette rencontre des assistants sociaux du Bénin à Aplahoué consacre également le lancement du projet à Logotin, un projet qui permet la géolocalisation des centres de promotion sociale et des autres services sociaux du Bénin. Intéressons-nous à présent à ces nombreux travaux en cours dans la ville de Cotonou. Il s'agit des travaux d'asphaltage. Évoluent-ils bien depuis leur lancement? Une équipe de notre rédaction a sillonné Agla pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Suivez donc. Les travaux d'asphaltage lancés il y a quelques mois dans tous les quartiers de Cotonou évoluent correctement. C'est le constat fait ce samedi dans certaines rues. À Agla, à Gongbomé, dans le 13e arrondissement, ces travaux vont bon train. Même si ce n'est pas encore terminé, les populations sont quelque peu soulagées. Tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça va très bien. Surtout dans les vents. Il n'y a plus de l'eau comme avant. Donc, sincèrement, moi je suis ravi. Il n'a qu'à continuer, sinon ça va très bien. Très bien, sincèrement. Je suis très content du président même. Mais la voie a commencé bientôt, ça va finir bientôt. On remercie beaucoup celui qui a pris le chantier en compte. Quelques années passées, on ne pouvait pas passer par ici. C'était vraiment impraticable cette voie. Il y a de l'eau, de l'inondation et toutes les fois, les motos tombaient en panne dans l'eau. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand changement, un réel changement. Et c'est le moment de féliciter le président de la République pour ce travail. Et je pense que dans cette lancée, il faut franchement l'encourager. Même si c'est déjà à 50%, on peut dire qu'on est satisfait du travail qui est fait. À Agla-Plomé, tout se passe également bien. Les travaux en cours des deux côtés se déroulent à grands pas. Avant, c'était difficile pour nous de circuler. Le président actuel a lancé ces travaux. S'ils finissent, nous reconnaîtrons que c'est en son temps. Nous demandons également aux autorités de veiller à ce que ces travaux soient de qualité et que cela dure dans le temps. Ainsi se présente la situation du projet asphaltage dans certaines rues de Cotonou. Vivement que les travaux soient vite achevés pour le bonheur des populations. Ce samedi 20 juillet 2019, les autorités de la commune de Zé ont procédé à la remise de certificats de qualification au métier aux apprentis en fin de formation dans plusieurs métiers artisanaux. L'événement s'est déroulé au centre Right to Play de la commune de Zé en présence des parents et amis des bénéficiaires. C'est un reportage signé Samson Oké, Denis Marouya. Ils sont parvenus en fin de formation dans plusieurs métiers artisanaux après 3 ou 4 ans d'apprentissage. La cérémonie officielle de remise de leur certificat de qualification au métier CQM s'est déroulée ce samedi au centre Right to Play dans la commune de Zé. Un événement qui a connu la présence des autorités locales et communales, des parents des bénéficiaires, des patrons et patronnes, des amis et proches. Pour le premier adjoint au maire de la commune de Zé, Félicien Avadegnon, ces parchemins sont signe de l'indépendance de ces jeunes. On dit souvent qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Moi, je voudrais ajouter qu'il n'y a de richesse que d'hommes qui sachent faire quelque chose. Nos enfants ont appris, et c'est aujourd'hui que nous organisons la remise de leur parchemin. Ils n'auront pas à attendre un quelconque employeur avant de s'installer.
C'est bien heureux. Après avoir salué le courage, la détermination et l'assiduité dont ces jeunes ont fait preuve au cours de leur apprentissage, le président du collectif et association des artisans de Zé, Edmond Dassy, a souligné l'importance de ce parchemin. La remise du diplôme de CQM fait son petit bonhomme de chemin dans la commune de Zé depuis sa généralisation dans tout le Bénin en octobre 2017 grâce au gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, qui a pu donner vie à plusieurs secteurs de production de notre très cher pays et surtout à l'artisanat béninois à travers ses réformes. Je ne pourrai pas avoir le temps de vous faire la jeunesse du CQM, mais sachons seulement qu'il constitue une chance et une avancée capitale pour les artisans béninois qui n'auront aucune difficulté à exercer leur métier dans tous les pays de l'espace UEMOA. Ils sont 151 apprentis à recevoir ce diplôme dans divers métiers tels que la maçonnerie, la couture, la coiffure et bien d'autres métiers. Précisons que l'événement a été marqué par la prestation de plusieurs artistes invités pour la circonstance. Actualité en dehors du Bénin, diffuser de la musique pour enfants, c'est le moyen assez original qu'a trouvé les autorités de la ville de Palm Beach en Floride pour faire fuir les sans-abri qui dorment dans les rues. Nonobstant les vives polémiques suscitées par cette décision, la municipalité de la ville américaine est décidée à se débarrasser de ces sans-logis. Reportage avec nos confrères de RT. À Paris, la ville installe du mobilier urbain anti-SDF pour empêcher ces derniers de dormir dans la rue. En Floride, dans la ville de Palm Beach, la mairie a décidé de mobiliser d'autres ressources. Des haut-parleurs ont ainsi été installés dans le quartier de Waterfront Lake Center afin de diffuser des chansons pour enfants comme Baby Shark et Raining Tacos. Une situation intenable pour les sans-abri qui déplorent un acharnement. Les résidents du quartier, eux, sont satisfaits de l'initiative de leur ville. Cela a été joué 2 fois par minute, vous savez, 120 fois par heure, sans cesse pendant la journée. Cela est considéré comme immoral, comme illégal. On ne peut pas dormir parce que le speaker fonctionne 24 heures sur 24. C'est une bonne idée. C'est un moyen de tenir les SDF hors de ce quartier où il y a des touristes. C'est une façon créative de les faire bouger dans un autre lieu. Si cela joue encore et encore, cela va les énerver. Ça va les énerver et ils vont partir. Pour le maire de Palm Beach, la priorité reste de protéger un quartier touristique prisé pour les mariages et qui rapporterait environ 200 000 € chaque année à la municipalité. Nous avons pensé que cela serait une bonne idée, très novatrice, et je pense toujours que c'était une bonne idée de diffuser toute la nuit des chansons crispantes pour décourager les gens de passer la nuit dans cet endroit. Empêcher les SDF de dormir dans un lieu public ne ferait que déplacer le problème. Des associations de Palm Beach dénoncent une politique cruelle à l'égard de personnes déjà vulnérables. Ils craignent qu'en faisant fuir ces sans-abri, la ville ne cherche en réalité qu'à les cacher aux touristes et aux habitants, sans rien faire pour les aider. Le 5 novembre 2018, 2 immeubles de la rue d'Aubagne au cœur de la ville de Marseille se sont effondrés, faisant en son temps 8 morts. Bien des mois après le drame, des centaines de personnes sont toujours sans logement alors que l'insalubrité a pris des proportions inquiétantes dans le quartier. Suivez plutôt. 8 mois après le drame de la rue d'Aubagne, les riverains sont toujours mobilisés pour l'assainissement des quartiers populaires de la ville de Marseille. Le 5 novembre dernier, 2 immeubles s'étaient effondrés, causant la mort de 8 personnes. L'un des immeubles, le numéro 63, avait même fait l'objet d'une mise en sécurité dans le cadre de l'éradication des habitats insalubres pilotée par Marseille Habitat. L'affaire, toujours portée au pénal, va viser à déterminer les responsabilités des différents acteurs publics et privés. En attendant, les riverains dénoncent toujours un abandon des services publics
un abandon des pouvoirs publics et de la mairie de Marseille. Ils dénoncent aussi l'abandon total des riverains de leur quartier dû à cette insalubrité qui règne depuis des années ici. Dimanche dernier, le toit d'un immeuble s'était effondré, relançant bien sûr le débat sur l'insalubrité et les conditions de vie dans ces immeubles du centre de Marseille. C'est une très vieille histoire. Depuis 20 ans, il y a des problèmes de logement. Au départ, c'est des questions d'insalubrité. C'est-à-dire qu'en fait, les toitures ne sont pas refaites, les canalisations intérieures ne sont pas refaites. Il y a donc une humidité qui s'accumule. Puis, au bout d'un moment, des cloisons qui s'effondrent, de la moisissure qui s'installe dans les logements. Enfin bon, sauf que au bout d'un moment, ça touche les fondements même de l'immeuble. Et donc, il y a un vrai danger. La gestion a toujours été catastrophique, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des familles qui vivaient dans des hangars, dans des situations pas possibles, que ce soit à Belzunce, à Noailles. Ce sont principalement les deux quartiers autour du port. C'est plus compliqué pour les locataires. C'est même compliqué pour témoigner pour les locataires. Certains refusent parce qu'ils sont pris dans des situations avec leurs propriétaires. Souvent, ils ont des boulots où ils gagnent très peu leur vie. On suit les délogés à Beauvau, France Horizon, Soléa, pour qu'ils puissent monter leur dossier avec l'aide des travailleurs sociaux. Ça peut être une aide financière. 2 mois et demi pour avoir ce logement temporaire. Et là, il y a des gens depuis 8 mois qui ne l'ont toujours pas. Et comment était ce logement temporaire? Il était décent? Il était loin de votre quartier? Alors nous, ça a été notre combat, c'est de rester proche du métro. Donc des contraintes qui sont nécessaires pour la vie de tous les jours. Pour la crèche, pour l'école qu'on a à côté, etc. Pour le travail. Donc nous, on est à côté de la gare, donc quelque chose qui est très bien, mais ça reste temporaire. Donc nous, on vise aussi le définitif et pouvoir revenir dans le quartier. On voit beaucoup de cordistes, c'est du cosmétique, c'est-à-dire la façade, et souvent le chapeau et les bottes, c'est-à-dire le toit et les caves. Et c'est le problème de ces immeubles. Comme ils sont fragiles et comme il n'y a pas de structure métallique, donc si le toit et si la cave est inondée, ça finit par tomber. 3 mois après l'incendie qui a ravagé la toiture et une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Parlement français vient de donner son accord pour la mise en œuvre du projet de loi visant la restauration du monument en 5 ans. Ce calendrier n'en demeure pas moins objet de critique de la part de plusieurs observateurs, d'autant que les travaux n'ont pas toujours démarré. Faisons le point avec Lilafa Amouzou de la chaîne RT. Le président de la République aurait-il été trop ambitieux? Emmanuel Macron a fixé un délai de 5 ans pour que la cathédrale Notre-Dame retrouve toute sa grandeur. Objectif, les Jeux Olympiques de 2024. Pour le moment, le monument est en phase de sécurisation. Des gravages jonchent toujours le sol et la toiture, désormais béante, témoigne de la violence de l'incendie du 15 avril dernier. Un projet de loi pour restaurer ce joyau national vient d'être adopté, mais les élus de l'opposition dénoncent une loi d'exception inutile, élaborée dans la précipitation et instaurant des dérogations qui ne respectent ni les règles d'urbanisme, ni celles de protection de l'environnement. Qu'en est-il des riverains et des commerçants? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander si cette situation avait un impact sur leur quotidien. Est-ce que l'incendie a eu un impact sur votre commerce? Oui, au moins 40%. Direct. Parce que les gens ils viennent juste pour regarder et puis après ils font demi-tour. Il y a beaucoup de gens, c'est sûr, mais ils passent rapidement et ne s'arrêtent pas forcément en terrasse. On les sent comme stressés. Emmanuel Macron a annoncé que les travaux seraient terminés d'ici 5 ans, donc pour 2024, pour les JO. Vous y croyez? Absolument pas. Je pense que c'est très optimiste, voire fantaisiste. Il y a quelques jours, le site d'information Mediapart révélait l'existence d'un sérieux problème de contamination au plomb à la suite de l'incendie de Notre-Dame. Malgré de premières décontaminations, des taux de concentration parfois 10 fois supérieurs à la normale ont été révélés dans des écoles proches de l'édifice. Au début du mois de juin dernier, un enfant habitant l'île de la Cité présentait un taux de plomb supérieur au seuil réglementaire. La ville de Paris a annoncé qu'un nettoyage approfondi serait effectué durant l'été. Cependant, depuis les révélations de Mediapart, beaucoup s'interrogent sur les risques sanitaires encourus par les riverains, mais aussi par tous ceux qui interviennent sur la cathédrale, comme les pompiers ou les ouvriers. Nous, on a passé chez Médecin, on a fait le prise de sang, donc ça va, tout va bien, pour l'instant.
Je n'ai pas eu d'effets secondaires ou autre, mais c'est clair que c'est quelque chose qui devrait être traité au moins pour les gens qui sont dans le quartier, qui y vivent et qui y travaillent. On n'a pas eu de communication par rapport à ça. Les seules infos qu'on a eues seraient par rapport à des sites d'information ou des vidéos de prévention sur Internet. Mais la mairie de Paris, en tout cas, personne n'est venu nous voir. La mairie de Paris est au courant de rien, donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Ça vous inquiète? Un peu, oui. 3 mois après l'incendie, seulement 10% des promesses de dons ont été versées sur 850 millions d'euros promis. Une déconvenue qui ne vient pas des particuliers qui ont presque tous versé leurs dons, mais plutôt des gros donateurs qui ont décidé de verser leurs dons en plusieurs fois. Parlons sport pour mettre un terme à cette édition. Depuis ce jeudi, le Bénin est situé par rapport à ses adversaires dans le cadre de l'éliminatoire de la CAN 2021. Après la brillante prestation des écureuils à la CAN Égypte 2019, le Bénin devra croiser les crampons avec le Nigeria, la Sierra Leone et le Lesotho pour se faire une place pour la CAN 2021 au Cameroun. Pourront-ils venir à bout de ces équipes? Ont-ils les moyens de se faire qualifier? Vous suivrez l'avis de quelques citoyens béninois à ce propos. Des propos recueillis par Roland Laurent Tonéikès. À première vue, il faut reconnaître que c'est un groupe jouable. Mais lorsqu'on dit un groupe jouable, il faut faire aussi attention. De fait que toutes les nations aujourd'hui en Afrique se valent. Parce que pas plus tard que la dernière CAN, le Bénin a surpris plus d'un. Parce qu'il y a eu un nivellement de niveau. C'est de même qu'au niveau des Sierra-Léonais et des Lesotho, il y aura ce renouvellement de niveau. Donc c'est de la prudence. Moi j'appelle plutôt à la prudence pour ce groupe. Si on s'en tient seulement à nos prestations de la CAN et on reste sur l'euphorie. Donc c'est de revenir sur terre et voir qu'il y a encore du boulot à faire, du travail à faire. Quel que soit ce qu'on a dit, on s'est qualifié en quart de finale, mais sans gagner un seul match. On n'a pas gagné de match, on n'a pas eu de victoire et on n'a pas produit de jeu. Et cette fois-ci, tout le monde nous attend parce qu'on a déjà montré de quoi on est capable. Le Bénin a toutes les chances de réussir dans ce groupe parce qu'il y a le Nigeria qui est issu du chapeau 1. Et donc, dans ce groupe, on cherchera normalement, et s'il y avait une logique sportive à respecter, on cherchera donc la première place entre le Bénin et le Nigeria. Après, la Sierra Leone et le Lesotho sont quand même des équipes nettement inférieures à celles béninoises. Et donc, en temps normal, c'est dans les cordes des Béninois de passer cette étape de la phase de poule et de se retrouver donc une nouvelle fois et donc de façon consécutive à la CAN en 2021. Ne pas réussir à se qualifier pour la CAN 2021 qui sera également à 24 équipes. Donc on cherche les 2 premières équipes de chaque groupe et quelques meilleurs troisièmes. Si on n'arrive donc pas à se qualifier, ça veut dire qu'on a multiplié par 0 le parcours qu'on a fait lors de cette CAN 2019. Oui, Michel Dussuet doit normalement chercher donc des solutions en attaque et ça passe forcément par la recherche d'autres binationaux pour pouvoir compléter l'équipe. On a eu un garçon comme Yannick Aguemon qui a été laissé à la touche pour cette CAN. Il peut peut-être revenir et compenser aussi un tout petit peu dans ce registre-là. Mais une chose est sûre, on doit, même si le Bénin ne marque pas trop, même si le Bénin n'est pas trop flamboyant en attaque, le Bénin a quand même toutes les armes pour quand même battre 16 équipes du Lesotho et de la Sierra Leone. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.